Comment renforcer l'intégration des États de la communauté est-africaine? C'est le principal objet du 19e sommet des chefs d'État de la sous-région qui doit être clôturé ce vendredi 23 février à Kampala. L'on sait également que la situation au Burundi est l'une des questions qui devait y être traitée durant ces 3 jours de conclave. Le Burundi y est représenté par le premier vice-président Gaston Sindimo, soit le énième sommet auquel Pierre Nkurunziza ne participe pas personnellement depuis mai 2015. Comment alors des chefs d'État peuvent prendre au sérieux des préoccupations qui semblent ne pas interpeller le premier concerné? L'actualité sur le Burundi, c'est aussi cette complainte des parlementaires de la coalition des Amizero Y'Abarundi, et pour cause, ils sont contraints de se tourner les pouces depuis le début de la campagne référendaire. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque même les élus issus de l'UPRONA de Abel Gachati sont dans la même situation. Toutes les activités prévues ayant été suspendues ou reportées, selon nos sources, il serait même interdit de se rendre dans leur circonscription d'origine. Qu'est-ce qui dicterait cette attitude de la part du CNDD-FDD? Les députés de cette coalition ont-ils raison de se plaindre, étant donné la manière dont ils sont entrés dans l'Assemblée nationale, après des élections dont ils ont même contesté les résultats? Des questions que nous poserons à nos invités du jour. Révérien Bazi Kamwe de la télévision Renaissance, bonjour et bienvenue. Bonjour Franck. Vous êtes également journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Tout à fait. Et puis Patrick Mitavaro, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour, tout le plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Franck, merci de m'avoir invité. C'est la 18e édition du Club de la Presse. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. L'on connaît l'assertion, ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. On a l'impression que Pierre Nkurunziza ne connaît pas cette logique, avec son absence dans les différents sommets qui traitent de la situation burundaise. Et c'est le cas aujourd'hui à Kampala, où doit se clôturer le 19e sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est. Patrick Mitavaro. C'est vrai qu'il s'est fait représenter par Gaston Sindimo, son premier vice-président, et ce n'est pas la première fois. Mais est-ce que cela suffit? Cela ne suffit pas du tout, Franck, que le président puisse quand même se faire représenter dans tous les forats, dans tous les sommets, dans toutes les réunions qui se tiennent dans la sous-région en Afrique ou au niveau des Nations Unies. C'est vraiment, c'est devenu quand même inédit aujourd'hui que le président de la République, en chef d'État, puisse quand même prendre pour modus operandi cet état de choses, cette façon... Mais le fait de l'envoyer à chaque fois qu'il devrait participer dans un sommet ou dans une rencontre, dans une réunion au plus haut sommet, au plus haut niveau des Nations Unies, est-ce que ce n'est pas parce qu'il lui fait effectivement confiance et qu'il le représente valablement? Non, moi je crois que ça traduit plutôt une faiblesse de la part de notre cher président, qui aujourd'hui n'est pas capable d'affronter ses pairs au niveau de la sous-région, au niveau de la communauté est-africaine, pour traiter une question en rapport avec le Burundi, en rapport avec les intérêts du Burundi. Aujourd'hui, on est en train de voir finalement, comme vous l'avez annoncé, et comment l'intégration puisse apporter des fruits pour la sous-région, y compris le Burundi en premier lieu. Mais aujourd'hui, il envoie un émissaire. Jusque-là, si au moins cet émissaire-là pouvait représenter les intérêts supérieurs de la nation, ça, il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est que son émissaire, le premier vice-président, Gaston Sindimo, n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Ce n'est pas même un élu. Il n'a pas été élu. Et bien entendu, même Pierre Nkurunziza, je conteste son élection. Mais il est supposé être élu. Vous comprenez que, quand même, ils ne sont pas
à la même hauteur. Comment expliquer ces absences de Pierre Nkurunziza dans les différentes rencontres dans lesquelles il est convié, qu'il soit africain ou de la sous-région ou des Nations Unies? On ne voit plus Pierre Nkurunziza dans ces différentes rencontres au plus haut niveau depuis pratiquement 3 ans. Pour expliquer pourquoi, il faut partir justement du début de ce comportement, de ne plus participer dans ces réunions de ses pairs. C'est depuis la tentative de coup d'État de 2015. Souvenez-vous, il était en Tanzanie. Et là, selon certaines informations qu'il aurait eues de ses conseillers, une fois, donc il quitte le pays, ça veut dire qu'encore une fois, il y aura encore une fois la tentative de renverser son pouvoir. Je ne sais pas si vraiment c'est des événements qui se passent en parallèle. Les chefs d'État de l'EAC, par exemple, organisent un sommet des chefs d'État de l'EAC. Lui, il s'arrange pour être ailleurs et montrer justement ce qu'il est en train de faire. Vous vous souvenez, le sommet des chefs d'État de l'EAC, ils étaient à Dar es Salaam. Lui, il s'était rendu à Kobero, je crois, à Muyinga, pour participer dans un événement d'inauguration d'un hôtel d'un privé. Il s'est fait montrer en train de se mesurer sur le matelas de cet hôtel, en train de visiter les chambres de cet hôtel. Du moment que... On se souvient que ça a vraiment fait le buzz. Hein. Ah oui. Du moment que les chefs d'État sont vraiment occupés par les questions de la sous-région, y compris les questions du Burundi. La question du Burundi, le conflit en fait qui vient de passer près de plus de 2 ans. Souvenez-vous également, lorsque le chef d'État était à Addis Abeba dernièrement, pour le relais entre le président rwandais, qui est le président de l'Union africaine aujourd'hui, avec le président Alpha Condé, lui, il s'est montré en train de récolter les pommes de terre, en train de prier pour que ces pommes de terre soient bénies. C'est pas donc des gestes qui montrent vraiment qu'il semble vraiment être un homme inconscient de ce qui se passait dans la région, en Afrique comme même ailleurs. Mais les hôtels, les pommes de terre, les récoltes, ce sont des éléments de développement, non? Oui, de développement, oui, mais pas vraiment au niveau du président, du chef d'État, alors que ses pairs sont en train de réfléchir autrement. Oui, des pommes de terre, d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur la question du Burundi, c'est vraiment la récolte des pommes de terre qu'il faut vraiment résoudre la question du Burundi, où le président lui-même doit s'impliquer justement pour trouver la solution à la crise? Je ne pense pas. Oui, oui, tu as raison, ce sont des travaux de développement. On a des agronomes chez nous. On a ah oui, Nkurunziza n'est pas un agronome. On devrait aller négocier les questions hautement politiques. Ah oui. Au lieu d'aller prier pour les pommes de terre, c'est aberrant, c'est inédit. L'on a dit que le principal objet de la rencontre, c'était d'étudier les voies et moyens pour renforcer l'intégration des États dans la région de l'Afrique de l'Est. Mais comment réussir une intégration lorsque l'on sait que certains pays connaissent n'ont pas la paix et connaissent une vraie guerre comme le Sud-Soudan ou encore le Burundi où l'instabilité est connue de tous? Non. Très rien. Oui. Certains de ces présidents sont conscients de les blocages qu'ils font pour que toutes ces questions trouvent solution. Tant que ça? Pardon? Tant que ça, ils sont donc conscients qu'ils ne peuvent pas trouver de solution. Oui, parce que avoir les intérêts des uns des autres. Par exemple, si on doit parler clairement sur la question du Burundi, aujourd'hui, si on a mis en place le facilitateur Mokapa pour aider le président ougandais, Yoweri Museveni, mais qui se trouve en difficulté de bien faire son travail, de mettre ensemble des protagonistes afin de trouver la solution. Mais aujourd'hui, ces chefs d'État
disons que la Tanzanie clairement a des intérêts au Burundi qu'il doit protéger. Si Pierre Nkurunziza part, ça veut dire que les intérêts risquent de tomber. Ça veut dire que le président tanzanien a l'intérêt de soutenir Pierre Nkurunziza pour que ses intérêts restent au bon fixe. Est-ce que vous pouvez être clair par rapport à ces intérêts dont vous parlez? Il y a certains des exemples. L'exemple qui est connu, c'est le carburant qui est qui est vendu à Bujumbura, au Burundi en général, mais qui vient de la Tanzanie, qui est commercialisé par certaines autorités tanzaniennes. Là, c'est clair, là, c'est connu. On dit également des intérêts du président ougandais au Burundi par rapport justement au carburant. Là aussi, même si on ne le dit pas à haute voix, mais c'est comme ça, c'est clair, il faut le dire comme ça. Alors, si on doit également parler du blocage de ces chefs d'État, mais c'est impensable de penser que le facilitateur puisse cheminer vers une solution à la crise burundaise, là c'est clair. Et donc la situation, Patrick, arrangerait ces chefs d'État, certains chefs d'État de la sous-région, selon vous? Oui, en effet, Franck, c'est que si au moins les intérêts étaient de la Tanzanie, étaient de l'Ouganda, étaient du Rwanda, parce que c'est ça l'intégration même, les intérêts économiques, les intérêts politiques, l'intégration politique aussi. En fait, ce sont les intérêts de tout le monde, de la communauté, qui devraient être mis devant toute chose. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les intérêts dont on parle, ce sont les intérêts des individus. Oui. Si aujourd'hui, le carburant dont parlait mon ami Révérien est commercialisé par les sociétés qui sont dirigées, qui sont influencées par les chefs d'État, il y a l'influence, par exemple, de l'ancien chef d'État Kikwete, Jakaya Kikwete, qui a le monopole aujourd'hui du commerce du carburant, du pétrole, avec l'Interpétrol qui est la société qui a le monopole de ce commerce du carburant aujourd'hui, qui influence jusqu'au président, l'actuel président Magufuli, John Pombe Magufuli, qui aujourd'hui a des intérêts individuels, pas les intérêts de la Tanzanie. C'est là où il faut faire la part des choses. Au-delà de la Tanzanie, il y a le président Zuma, l'ancien président Zuma. Vous voulez dire l'ex. L'ex-président Zuma. L'ex-président Zuma qui a perdu, qui a été écarté très récemment. Il était comme un parrain de Pierre Nkurunziza. Vous vous rappelez très bien qu'il a été parmi les parrains de l'accord d'Arusha. À l'époque, l'accord d'Arusha et l'accord de Pretoria. Il a profité de ces accords-là pour négocier des intérêts qui ne sont pas de l'Afrique du Sud, mais qui est de ses propres intérêts. Personnels. Il y a la société qui est venue plus tard, après les accords d'Arusha, qui est venue plus tard pour exploiter les minerais burundais, le nickel burundais. La société Samancor. La société Samancor, allez-y vérifier, c'est une société qui appartient à un petit groupe de personnes, dont l'ex-chef d'État Zuma lui-même. Donc, si au moins aujourd'hui justice pouvait se faire, je suis sûr que l'ex-président Zuma allait quand même rendre des comptes sur ce qui se passe. Donc, très récemment, dans les mois passés, il y a la Commission africaine, de l'Union africaine, qui a délégué 5 chefs d'État pour aller convaincre Pierre Nkurunziza d'accepter de négocier ou d'accepter la venue de la Maprobo, la mission de surveillance de la police, qui avait été adoptée par l'Union africaine, mais qui devrait et que le Burundi devrait accepter quand même dans le processus de paix. Mais finalement, le président Zuma, qui était le chef de la délégation, n'a pas été à même de convaincre, de persuader Pierre Nkurunziza
d'accepter la venue de Mapabo. Lui, il a fait un deal. C'est un dealer, finalement. Non, c'est pour ça que vous parlez qu'il est le parrain, pratiquement, de Pierre Nkurunziza. Voilà, c'est un parrain pur et simple. Et aujourd'hui, je vous assure que Pierre Nkurunziza a perdu un partenaire de taille. Et finalement, il faut qu'aujourd'hui, la vérité puisse quand même se faire connaître au grand jour. Mais je vous assure que le problème qui se pose aujourd'hui par rapport à l'intégration, c'est qu'il y a les intérêts des individus, mais pas les intérêts des pays. Donc, bref, en un mot, l'absence de Pierre Nkurunziza dans les différentes rencontres au plus haut niveau influe impérativement sur leur impact sur le Burundi. Révérien. Donc, c'est dans ce sens que vous abordez les choses. Oui, oui, là c'est sûr. Là c'est sûr. Parce que avoir même la représentation qu'il envoie dans ces forats, dans ces réunions, bah, c'est clair, avoir même Gaston Sindimgo, on le connaît bien, avoir même son niveau, sa capacité. Vraiment, c'est regrettable que le Burundi soit représenté par Gaston Sindimgo dans des sommets des chefs d'État comme ça. Donc, c'est même la honte pour le pays, si tu veux. Si Pierre Nkurunziza voudrait qu'il soit représenté, au minimum, au moins qu'il n'envoie même pas ces gens de taille comme Gaston Sindimgo, qu'il abandonne carrément, le sommet de chef d'État se tient sans la participation du Burundi, l'absence du à Burundi. mon avis, c'est ça. Visiblement, les choses vont de mal en pis, puisque depuis hier, il circule sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter ou encore Facebook, que le suppléant du médiateur, Benjamin Mkapa, aurait l'intention de démissionner. Est-ce que vous pensez que sa démission arrangerait la situation dans le processus de paix au Burundi? Révérien, on reste oui, avec vous. Oui, vous parlez de l'intention, les autres écrits qu'il a démissionné carrément. Mais c'est une information vraiment qu'il faut traiter vraiment avec sagesse, parce que certains tweets des gens, comme son proche Mokocha Tembele, vers 9h, a écrit que plutôt le président Mkapa va rendre compte au chef d'État sur le rapport qu'il a fait sur l'état d'avancement des pourparlers, et que les rumeurs sur sa démission vraiment ne tiennent sur rien. Oui, oui. Alors, à avoir les premières informations de sa démission, qui est sortie des hommes de la plateforme de l'opposition Snared, en fait, il a affirmé, comme ils étaient sûrs, que Mkapa a démissionné. Mais avoir aussi les démentis de Tembele, là, il faut faire attention, parce que ça risque d'être une intention, comme vous le dites. Il n'a pas encore démissionné. Mais je voudrais aussi ajouter que sa démission sera la fierté pour tous les Burundais, comme moi. Comme on dit, Patrick, il n'y a pas de fumée sans feu. Et l'on sait que le même Benjamin Mkapa a rencontré il y a 3 jours l'opposition interne et l'opposition externe, sans doute pour parler de l'avancée du dialogue inter-burundais. Est-ce que vous pensez que le fait de parler de cette démission tiendrait de cette rencontre d'il y a 3 jours? Moi, je crois que la question de démission, ça peut être vrai ou ça peut être faux. Parce que la démission, normalement, pour la plupart des cas, c'est venu du fort intérieur de quelqu'un. Aujourd'hui, si Mkapa démissionnait, franchement, ça ne me s'y prendrait pas, moi personnellement. Pourquoi? Parce que avoir la personnalité de cet homme, je ne vois pas pourquoi il aurait dû rendre son tablier fort longtemps. Parce qu'il n'a pas réussi à mettre ensemble, à jouer son rôle de facilitateur. Il a beau essayer. Il a fait beaucoup de déplacements au Burundi, je ne sais pas où, aux Nations Unies, à l'Union africaine. Mais les résultats, si vous êtes une personnalité comme Mkapa, et que vous n'arrivez pas à des résultats 3 ans durant,
franchement, je remettrai mon tablier sans. C'est vrai qu'il a été une personnalité que on ne savait pas par quel bout la prendre, étant donné parfois certains discours qui soutenaient le président en enfreignant un tout petit peu son rôle d'être neutre dans la médiation, et puis à un autre moment en disant du fond du cœur, j'aimerais bien que les choses puissent avancer au Burundi. C'est peut-être un tout petit peu cette personnalité qu'il n'arrive pas lui-même à gérer, qui le pousserait peut-être à parler d'émission. Il a beau essayer, il a à un certain moment essayé de caresser dans les poils de Pierre Nkurunziza pour l'amener finalement à asseoir sur la même table que ses opposants. Mais au bout du compte, Nkurunziza a menti à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il est dans le processus de dialogue. Mais il n'a jamais été dans le processus de dialogue. Il n'y a jamais eu de dialogue. Aujourd'hui, ça fait déjà 4 sessions de dialogue. C'est la 4e session de dialogue qui serait en train de pousser Mukapa vers la sortie. C'est un jour important aujourd'hui pour le sommet, étant donné que les chefs d'État doivent sans doute apposer leur signature sur un communiqué qui doit conclure cette session. Mais quel est le pouvoir de ces chefs d'État pour influer sur Nkurunziza, pour l'amener peut-être à beaucoup plus coopérer? Est-ce qu'ils auraient ce pouvoir aujourd'hui? Oui, à mon avis, les chefs d'État ont ce pouvoir. Ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour que... Oui, même à la première question, ces chefs d'État ont le pouvoir de contraindre Nkurunziza de répondre présent à ces négociations. Pourquoi? Parce que ces chefs d'État, ce sont eux qui ont mis en place justement ces organes de facilitation. Là, c'est clair. Et il faut s'en souvenir. Et puis, si le chef d'État aujourd'hui dit à Pierre Nkurunziza, si tu ne réponds pas à ces négociations, mon cher ami, donc tu vas rester seul. Ça veut dire quoi? Ces présidents pourraient procéder comme on l'a fait au moment du CNDD-FDD et le pouvoir qui était dirigé par Pierre Buyoya. Mais qui est-ce que vous pensez pourrait prendre cette initiative, avoir ce courage parmi les chefs d'État de la sous-région pour taper sur la table et dire, s'il ne vient pas, on fait ceci? Non, en fait, à mon avis, ça doit être une synergie de tous ces chefs d'État. Parce que s'ils ne sont pas unis pour prendre une telle décision, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Là, pour donner un exemple, un petit exemple, est-ce que vous pensez que tous les chefs d'État de l'EAC, est-ce que vous pensez qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe au Burundi? Non. La réponse, je suis sûr, c'est non. Mais si ces chefs d'État, les uns ont des intérêts au Burundi, donc qu'ils doivent protéger à tout prix, Alessandro des affaires et tout ce qu'il veut. Et d'autres ont du mal à voir ce qui se passe au Burundi. Aujourd'hui, si ces chefs d'État ne se mettent pas ensemble et décider unanimement que Nkurunziza doit répondre à ces négociations, ça ne peut pas marcher. Et souvenez-vous aussi que ces chefs d'État, parmi ces chefs d'État même, il y a une partie qui fait blocage à l'avancement de ces négociations. Vous voyez, le président Mukapa, il est de la Tanzanie. Et à voir ce qu'on a dit par rapport aux intérêts de la Tanzanie au Burundi, à la commercialisation du carburant. Mais ça veut dire que Mukapa vraiment... De ce chef d'État en personne. Oui, des individus. Ah oui, des individus. Mais les autorités de la Tanzanie alors, les autorités de la Tanzanie. Aujourd'hui, si Mukapa a des difficultés de mener à bon port justement ces négociations, ça veut dire qu'il a des problèmes liés à la pression subie par, justement, qu'il subit de la part de ces autorités tanzaniennes. Patrick, si vous, en tant que journaliste, en tant qu'individu, Patrick, révérien, si vous êtes au courant de ces soubassements, de ces intérêts individuels de la part de certains chefs d'État de la sous-région au Burundi, c'est que les autres chefs d'État connaissent également savent également ce qui se passe. Ils savent également qu'il y a des chefs d'État qui sont là pour bloquer le processus.
On sait que dans certaines équipes, parfois dans des équipes de football, il y a des attaquants qui prennent les choses en main ou un joueur qui a un certain poste qui prend les choses en main en se disant « mais bon, je me suis rendu compte que si on joue dans l'équipe, rien ne se passe, je prends les choses en main, donc je mène des actions individuelles et parfois ça marche. » Et donc il n'y a pas un chef d'État qui pourrait prendre l'initiative de dire je tape sur la table si les autres ne marchent pas pour contraindre Nkurunziza pour qu'il puisse répondre effectivement à nos invitations et marcher dans le sens de la paix. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a personne qui pourrait avoir cette carrure? Oui, effectivement, il y a cette volonté, il y en a chez certains, mais il y a une mauvaise volonté chez les autres. Et ça provoque quand même une cassure au niveau des chefs d'État, parce que chacun a la parole. Il prend la parole, il a sa position, et au finish, c'est comme... il n'y a pas d'intérêt commun. Mais qu'à cela ne tienne, moi je crois que l'exemple de l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus parlant. Quand il s'agissait du cas de la gestion du président Yahya Jammeh, tout le monde a fait un front commun, tout le monde a parlé le même langage et ils ont réussi quand même à mettre hors d'état de nuire le président Jammeh. Aujourd'hui, c'est ce qui a manqué chez nous. C'est ce qui a manqué. Mais bon, si je vous comprends bien, pour aller beaucoup plus rapidement, c'est que vous vous dites, si les chefs d'État de la sous-région en sont incapables, pourquoi ne pas nommer quelqu'un qui n'est pas de la région? C'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes de gros calibre qui pourraient quand même prendre la place de Boukapa et de conduire le processus à bon port. Il faut prendre l'exemple des anciens d'anciennes négociations d'Arusha. Les médiateurs. Les médiateurs comme c'était les prix Nobel, les Mandela, les Mandela, Nyerere, c'était des grands hommes, des figures emblématiques de l'Afrique. Vous savez, ce sont des gens qui ont tapé sur la table et qui ont dit « Allez, président Buyoya, on bloque la frontière de Kowero, on bloque la frontière, le Burundi sera isolé. » Il a accepté de négocier. C'est pas qu'il y avait la volonté de Buyoya à l'époque. C'est parce qu'il a été contraint à négocier. Ça doit être comme ça. Aujourd'hui, donc, il faut qu'il y ait quand même cette synergie des présidents, des chefs d'État ou de toute la communauté ou de l'Afrique, je ne sais, ou des Nations Unies pour contraindre Pierre Nkurunziza. Parce que Nkurunziza ne peut pas quand même prendre tout un peuple en otage. On passe sur un autre, deuxième et dernier sujet donc, de cette édition du Club de la Presse. Les députés de la coalition Amizero Yabarundi qui se plaignent de manque d'occupation. Les activités à l'hémicycle ont été suspendues depuis le début de l'opération d'enrôlement des électeurs. Et seuls les députés du sein des DFDD ont été déployés sur le terrain, laissant de côté les autres. Et chose étonnante, même ceux de l'UPRONA d'Abel Gachatsi. Révérien, est-ce que le traitement réservé aux députés de la coalition Amizero Yabarundi vous surprend? Dit-on pas, parce que c'est ce qui est arrivé souvent dans l'hémicycle d'Okigobé. Et aujourd'hui, si les parlementaires du CNDD-FDD sont absents à l'Assemblée nationale et que les autres soient gardés à Bujumbura, ils n'ont même pas le droit de monter voir les leurs à l'intérieur du pays. C'est pas étonnant, parce que avoir même l'origine de la composition de cette Assemblée nationale... Il se dit qu'il serait presque en résidence surveillée. Presque, oui, c'est comme ça, parce que d'après certaines sources de la coalition Amizero Yabarundi présents à l'Assemblée nationale, c'est comme ça, ils sont à garde à vue. Et ceux de l'UPRONA qui sont aussi dans la même situation, mais ce n'est pas aussi surprenant, parce que si aujourd'hui le pouvoir CNDD-FDD a des inquiétudes sur ces gens de l'UPRONA, c'est normal aussi,
parce qu'ils ne sont pas du CNDD-FDD, même s'ils y sont, aujourd'hui, ils essaient de caresser justement le pouvoir pour montrer qu'ils sont ensemble. Mais le CNDD-FDD ne doit pas être sûr que ces ipronistes, s'ils montent à l'intérieur, s'ils vont prêcher la même chose que le CNDD-FDD. Là, alors, ce n'est pas du tout surprenant. On a longtemps passé, pourtant, que le CNDD-FDD et l'UPRONA d'Abel Gachatsi, enfin, que l'on connaît beaucoup plus sous la houlette de Concili, qu'ils étaient des alliés. Comment expliquer qu'ils soient aujourd'hui laissés sur le carreau? Comment expliquer cela, Patrick? Effectivement, en fait, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que d'abord, le CNDD-FDD, les députés du CNDD-FDD sont sur terrain pour enseigner et de voter oui pour la constitution, le référendum, alors que ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé par la CENI. Ils sont en train de violer littéralement les textes. Alors, appelez vos alliés d'aller enseigner en violation flagrante des lois. Vous comprenez que si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas les mêmes, il faut les écarter un tout petit peu. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les amis Zéro Barundi, les députés de l'IPRONA, si vous voulez, ils peuvent aller enseigner comme ils le veulent, parce qu'ils ont la vague du CNDD-FDD. Mais ceux-là de la coalition Amis Zéro, ceux-là ne peuvent pas, ils sont surveillés, comme l'a dit Réveillant. Et pourtant, ce qui se passe, c'est que même ceux de l'IPRONA ne sont pas, ils n'ont pas l'autorisation de quitter Bujumbura. C'est comme ça en politique. Et ceux-là ont des problèmes. Ils sont en train de servir un système qui est complètement mafieux. Si vous servez un système qui est mafieux, ça va retourner contre vous. Aujourd'hui, on sait comment ces députés ont arrivé à l'hémicycle de Kigobe. C'est de la coalition. Tout le monde, y compris les CNDD-FDD. Ce sont des gens qui ont été soigneusement sélectionnés. Il y a eu semblant d'élection et ils ont été placés chacun dans sa fauteuil. Dans son fauteuil à Kigobe. Et aujourd'hui, ils ont leur costume de députés, mais ils ne sont pas en train de travailler comme des députés, comme des parlementaires, pour contrôler l'action gouvernementale. C'est leur premier rôle, et de voter les lois. Aujourd'hui, ils sont sur terrain. Les autres sont, je ne sais pas où. Il y a des programmes, il y a des calendriers qui ont été adoptés à l'Assemblée, mais ils ne sont pas suivis. Pourquoi? Parce qu'on tâtonne. Il y a des tâtonnements et le gouvernement, le parti CNDD-FDD qui les a placés là-bas, c'est eux qui leur donnent la ligne directrice, les directives. Donc aujourd'hui, si les députés d'Amizoléa Barundi, les députés de l'IPRONA ne sont pas en train de répondre à leur rôle, c'est qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Certains, vous savez, les députés des amis des FNL passent souvent à tabac lorsqu'ils sont sur terre. Ça, c'est vraiment nulle part ailleurs. Avec le respect généralement qui est dû aux élus comme les députés ou des sénateurs qui ont même l'immunité, que la justice ne peut même pas toucher n'importe comment. Et oui, ça semble effectivement bizarre que l'actualité puisse rapporter ce type d'attitude à l'endroit des députés de l'opposition, enfin, qui se réclament de l'opposition. Comme Patrick l'a dit, c'est comme ça en fait. Lorsque vous servez un système comme le système du CNDD-FDD, c'est comme ça doit tourner contre vous. Vous voyez en fait, aujourd'hui, si les parlementaires aujourd'hui ne sont pas à Kigobe, alors qu'ils avaient les deux missions principales, donc celui de voter les lois et celui de contrôler l'action gouvernementale. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Donc c'est le gouvernement qui contrôle les actions du Parlement. Quant à la tâche de voter les lois, je ne sais pas ces lois, comment ils sont préparés, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si la composition de l'Assemblée nationale est comme telle,
Ça veut dire que le Parlement doit se préparer donc, à être utilisé comme ça. Qu'ils acceptent ça, parce que si les CNDD-FDD ont été placés comme ça dans cette place, ça veut dire que celui qui t'a placé te dira, lève-toi, allez où je t'envoie. Donc, tu n'iras pas... donc demain, dans l'hémicycle, il n'y aura plus jamais de contradiction. Le CNDD-FDD est en train de dire, je suis seul maître à bord, c'est ça? Mais c'est comme ça, c'est ce que se montre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si les parlementaires du CNDD-FDD ne sont pas là, ça veut dire que toutes les activités sont paralysées de l'Assemblée nationale. Et les autres, le reste, ça veut dire ceux d'Amiseria Barundi et ceux d'Oriprona, ceux-là très malheureux, mais c'est comme ça. Et les CNDD-FDD, et le grand risque est que ces parlementaires du CNDD-FDD, qui sont à l'intérieur du pays, le grand risque est de retourner après le référendum. Si ce référendum se passera bien sûr. Et donc au mois de mai. Et donc ils vont toucher des salaires sans avoir travaillé pendant 3-4 mois pratiquement. Pourquoi pas? C'est malheureux, ça serait plutôt malheureux. C'est déjà malheureux d'avoir ce constat aujourd'hui. Malheureusement, on est en train de débattre et ce n'est pas une solution qu'on est en train d'apporter. On est en train de faire des propositions comme vous le faites. Et c'est la fin de cette 18e édition du Club de la Presse. Merci encore une fois à nos invités, Révérien Bazikamwe et Patrick Mitabaro. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.